Avant tout, il y a un souvenir, une image. Primo Levi et Italo Calvino qui marchent côte à côte dans un crépuscule d'été. Ils parlent avec animation. Calvino est plus grand, le long de la route qui va vers le village de Rheims-Notre-Dame. À Rheims, une petite vallée qui est une bifurcation de la vallée d'Aoste, les collaborateurs et les amis de la maison d'édition Einaudi se rencontraient chaque année. Les discussions duraient à peu près une semaine. Ce fut la première fois, du moins à ma présence, que Primo Levi participa. Cela devait être en 1980 ou en 1981. La signification de cette image, qui était restée gravée dans ma mémoire, ne s'éclaircit que plus tard, d'une façon rétrospective, quand la petite cosmogonie portative de Raymond Queneau, traduite par Sergio Solmi, parut chez Einaudi en 1982. Dans le petit guide à la petite cosmogonie qui concluait les volumes, Calvino remerciait Primo Levi, et je cite, qui grâce à son savoir de chimiste et l'agilité de son sense of humor, est venu à bout de nombreux passages qui m'étaient inaccessibles. Fin de la citation. Dans une recension enthousiaste de la petite cosmogonie, Levi qualifiait le petit guide de Calvino de très précieux. Et en 1986, il se souvenait publiquement du travail effectué avec bonheur, avec amusement, autour de Queneau, à Rheims-Notre-Dame, comme la période heureuse de sa collaboration avec Calvino, mort une année auparavant. Les chimistes qui avaient aidé Calvino à déchiffrer les allusions ardues de Queneau à la table de Mendeleïev n'étaient autres que l'auteur du système périodique, ce livre magnifique où la table des éléments est utilisée comme métaphore des différentes façons d'incarner la condition humaine. Mais est-il possible de retracer dans le cadre des rapports humains un équivalent qui ne soit pas métaphorique de la table de Mendeleïev? Dans sa recherche des voies transversales qui relient le monde de la nature à celui de la culture, Primo Levi s'est posé implicitement une question de ce type et cherchait une réponse. L'anthologie personnelle que Levi intitula « À la recherche des racines 1981 » s'ouvre sur Job. Pourquoi commencer par Job, se demande Levi. Et il répond ainsi, je cite, « Parce que cette histoire, à la fois merveilleuse et terrible, soulève des questions éternelles, celles auxquelles, jusqu'à présent, l'homme n'a trouvé aucune réponse, ni en trouvera jamais, mais qu'il cherchera toujours parce qu'il en a besoin pour vivre, pour se comprendre lui-même et pour comprendre le monde. Job incarne le juste opprimé par l'injustice. » Fin de la citation. Si Job représente l'homme en général, il est toutefois difficile de ne pas relever les accents autobiographiques qui parcourent ces phrases et qui deviennent manifestes quelques lignes plus loin. Quand il est dit que Job, le juste, est, je cite, ravalé au rang d'animal de laboratoire, fin de la citation, victime d'un cruel pari entre Satan et Dieu. Dans un passage devenu célèbre de Si c'est un homme, Levi parle d'Auschwitz comme d'une expérience, et je cite, « une gigantesque expérience biologique et sociale. Enfermer des milliers d'individus entre des barbelés, sans distinction d'âge, de conditions, d'origine, de langue, de culture et de mœurs, et soumettez-les à un mode de vie uniforme, contrôlable, identique pour tous et inférieur à tous les besoins. Vous aurez là ce qu'il peut y avoir de plus rigoureux comme champ d'expérimentation pour déterminer ce qu'il y a d'inné et ce qu'il y a d'acquis dans le comportement de l'homme confronté à la lutte pour la vie. Fin de la citation. Job
Calvino s'en aperçut immédiatement, renvoie à Auschwitz. Néanmoins, depuis quelques années déjà, Primo Levi avait commencé à se demander si l'opposition, incarnée par la figure de Job, entre le juste et l'injustice, était, même à Auschwitz, si nette qu'il y paraissait. Et je cite, « Il semble que le temps soit venu d'explorer l'espace qui sépare les victimes des bourreaux, et ceux d'une main plus légère et d'un esprit moins trouble que l'on ne l'a fait récemment, par exemple dans des films célèbres. » Fin de la citation. Écrit-il dans la préface de La Nuit des Girondins, la nouvelle de Jacob Presser qu'il avait traduite. En 1979, lors d'un entretien, Levi fit allusion à un projet qui aurait impliqué, je cite, « une prise de position à l'égard de l'ambiguïté ». Fin de la citation. La même année, dans un autre entretien, il expliqua qu'il souhaitait revenir sur l'expérience du lager, et je cite, « après toutes les polémiques sur l'identification des victimes avec l'oppresseur, le thème de la faute, de l'extrême ambiguïté qui régnait, de cette zone grise qui séparait les opprimés des oppresseurs. » Fin de la citation. Il y a là l'annonce de la zone grise, ce chapitre si riche du dernier livre de Levi, Les naufragés et les rescapés. Mais le thème, non la métaphore, était déjà présent dans son premier livre, Si c'est un homme, dans le chapitre intitulé I sommersi e I salvati. À 40 ans de distance, le titre d'un chapitre donna son nom à un livre. C'est ainsi que s'achève la parabole littéraire, peu de temps après, la vie de Primo Levi. Cependant, le ton de deux textes est très différent. Le chapitre dit de Si c'est un homme est écrit par un témoin qui se souvient. Le chapitre de Naufragés et les rescapés par un témoin qui se livre à une réflexion. La distance temporelle avec les événements est renforcée par un filtre littéraire. Le fiancé, I Promessi Sposi, le roman de Manzoni que Levi avait déjà à l'esprit lors de l'entretien de 1979. Et je cite. Quand Renzo Tremaglino, c'est le héros de Fiancé, menace Don Abbondio avec les couteaux, Manzoni remarque que l'oppresseur, Don Rodrigo, est également responsable des plus petites oppressions commises par ses victimes. C'est un thème que je connais fort bien. C'est une erreur stupide de voir tous les démons d'un côté et tous les saints de l'autre. Ce n'était pas du tout comme ça. Partager l'humanité en blanc et en noir, ce n'est pas connaître l'être humain. Fin de la citation. Des échos directs ou indirects aux fiancés apparaissent très fréquemment dans les écrits ou les entretiens de Primo Levi. Toutefois, ce passage de Manzoni, qui est évoqué dans l'entretien de 1979, est ensuite cité dans le chapitre La zone grise des naufragés et les rescapés, revêt une importance particulière. Levi, s'aventurant sur les terrains glissants de l'ambiguïté, ou plutôt de l'extrême ambiguïté, choisit Manzoni comme guide pour aborder un thème qui prend ses racines dans l'expérience vécue à Auschwitz. Mais pourquoi Manzoni? Pour le jeune Primo Levi, et je cite, « la chimie et la physique étaient l'antidote du fascisme ». Fin de la citation. Parce qu'elles requéraient des réponses claires, par oui ou par non. Le professeur 2, peut-on lire dans le chapitre Fer du système périodique, je cite, « remettait à chacun de nous un gramme, exactement d'une certaine poudre. Il fallait avant le lendemain en faire une analyse qualitative complète, c'est-à-dire se prononcer sur les métaux et les non-métaux qui étaient contenus. Se prononcer par écrit sous forme de procès verbal, par oui ou par non, car les hésitations et les doutes n'étaient pas permis. Chaque fois, c'était un choix.
les fruits d'une délibération, un acte mûr et responsable auquel le fascisme ne nous avait pas préparés. Et d'où émanait une bonne odeur des choses sèches et propres. Fin de la citation. Le système périodique des éléments requiert des réponses claires. Je cite, « Le métier de chimiste consiste pour une bonne part à prendre garde à des différences même infimes, comme celles entre le sodium et le potassium, qui sont presque pareilles, et pas seulement le métier de chimiste », conclut Primo Levi en 1975. Mais cette conviction de pouvoir étendre les réponses claires du monde de la chimie au monde humain était destinée à se fissurer rapidement sous l'effet des réflexions incessantes de Primo Levi sur l'expérience de Auschwitz. Et je cite, « Les nouveaux arrivants au lager, jeunes ou pas, fin de la citation, avaient appris immédiatement qu'entre les oppresseurs et les opprimés, il existait une zone ambiguë, habitée par des oppresseurs privilégiés qui, dans des proportions plus ou moins grandes, collaboraient avec l'oppresseur. L'ambiguïté n'est pas la différence. Il n'y a pas d'ambiguïté dans le système périodique des éléments. L'opprimé qui opprime, à son tour, est un être ambigu, un oxymore. Et je cite, « Très certainement, la figure des styles maîtresse, par sa fréquence et sa qualité, de l'œuvre de Primo Levi, fin de la citation, comme le démontre de façon très éclairante Pier Vincenzo Mengaldo, se référant également à la zone grise. En 1976, Levi se demande « Con est-il jugeable ?» Con est un personnage de la nuit des Girondins de Presser. C'est le juif qui se met au service des nazis en organisant les convois à Sobibor. Et il répond « Eh bien, l'essence de cet ouvrage, celui de Presser, c'est que Con est jugeable. » 10 ans après, dans Les naufragés et les rescapés, alors qu'il réfléchit sur des personnes réelles qui ont collaboré avec les nazis, Levi donne une réponse différente. Et je cite, « Devant des cas humains de ce genre, il serait imprudent de prononcer précipitamment un jugement moral. » Fin de la citation. Et là, il fait intervenir à une place stratégique la citation des fiancés qu'il avait mentionnée dans l'entretien quelques années auparavant. Et je cite, « Manzoni le savait bien. » Citation à l'intérieur de la citation. Les provocateurs, les oppresseurs, tous ceux qui, d'une façon quelconque, font tort à autrui, sont coupables non seulement du mal qu'ils commettent, mais encore du pervertissement auquel ils conduisent l'âme des offensés. Fin de la citation de Manzoni, et maintenant il y a les commentaires de Primo Levi. La condition d'offensé n'exclut pas la faute, et souvent celle-ci est grave, objectivement, mais je ne connais pas de tribunal humain auquel en déléguer la mesure. Fin de la citation. Je ne connais pas de tribunal humain. Ce mot, écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas d'autres tribunaux, dévoile l'intensité du dialogue intérieur que l'incroyant Primo Levi entretenait avec les catholiques convertis Manzoni, pour qui les jugements divins étaient l'instance décisive. Mais dans ce dialogue intérieur s'inscrit aussi la phrase « devant des cas humains de ce genre », qui renvoie à la casuistique, c'est-à-dire à la démarche qui essaye de vérifier concrètement, à travers l'analyse des cas spécifiques, les formulations abstraites des lois et des lois morales. Ce lien avec la casuistique est confirmé par l'expression technique « cas de conscience » que Primo Levi utilise dans la préface du livre où Hermann Langbein, lui aussi interné à Auschwitz, avait analysé minutieusement les systèmes du lager, je cite, y compris la marge grise des capots et des prisonniers ayant reçu un grade. Fin de la citation.
Je suis parti d'une définition très générale de la casuistique que je vais tenter de replacer dans son contexte historique. Manzoni, converti à un catholicisme austère d'inspiration janséniste et lecteur assidu des écrivains de Port-Royal, manifestait des préventions contre la casuistique en jugé par les Osservazioni sulla morale cattolica 1819, défense de la morale catholique, que Manzoni avait écrit Manzoni, à l'instigation de son directeur spirituel, Monseigneur Luigi Tosi, écrivit en réponse au dernier chapitre de l'histoire des républiques italiennes de Sismondi, 1818. À l'accusation lancée par Sismondi, qui attribuait une grande partie de la décadence morale des Italiens à l'Église, et en particulier aux effets corrupteurs de la casuistique, Manzoni répondit en défendant la morale catholique, mais en prenant ses distances avec les casuistes. Aussi déclarait-il n'en avoir lu aucun. Je n'en ai pas lu un seul. Et les connaître uniquement à travers, je cite, les réfutations et les censures que beaucoup d'entre eux se sont attirés, fin de la citation, en premier lieu, évidemment, le Pascal de Provincial. Il est possible que cette déclaration ostentatoire ne soit pas tout à fait véridique, mais le point essentiel qui nous ramène à Primo Levi et à la zone grise est autre. Quand on parle de casuistique, on confond souvent deux éléments, l'analyse des situations et les jugements qui en découlent. Le laxisme moral, fréquent dans la casuistique, surtout jésuitique, n'en est cependant pas une conséquence nécessaire. Sismondi lui-même s'en rendit compte. En 1833, dans une lettre au théologien unitariste William Ellery Channing, il écrit, et je cite, « Ceux qui croient que la moralité ne consiste qu'en quelques simples préceptes vite épuisés me semblent des observateurs bien superficiels. Plus, au contraire, on l'étudie, plus on voit les champs s'élargir. On peut s'en convaincre en lisant les milliers de livres écrits sur des cas de conscience dans l'Église catholique. Les secrets du confessionnal, la nécessité d'accorder enfin l'absolution et de maintenir les pouvoirs sacerdotaux ont certainement fait dévier les casuistes et créé avec leur aide ce qu'on a appelé la morale jésuitique. Toutefois, des grands progrès ont été faits par eux dans cette noble science. Et nous leur devons peut-être plus qu'à la Bible elle-même l'établissement du système de moralité chrétienne. Fin de la citation. La morale rigoriste de Manzoni l'empêcha d'en arriver à une telle conclusion. Toutefois, dans son roman, les distinctions subtiles ayant trait à la morale, au lieu d'atténuer la sévérité du jugement porté, le précisent. Il en est ainsi dans le passage des fiancés que Primo Levi cita au sujet de la zone grise. La corruption de l'opprimé par l'oppresseur constitue un facteur aggravant pour ce dernier. Primo Levi, sans le citer, se réfère de nouveau à ces passages peu avant la conclusion du chapitre. Et je cite, « Un ordre infernal, comme l'était le national-socialisme, exerce un effrayant pouvoir de corruption dont il n'est pas facile de se garder. Il dégrade ses victimes et les rend semblables à lui, car il a besoin de complicité, grande et petite. » Fin de la citation. Les équipes spéciales, Sonderkommandos, auxquelles était confiée la gestion des fours crématoires, en fournissent les cas les plus extrêmes. Avoir conçu et organisé ces équipes a été, écrit Levi, et je cite, « les crimes les plus démoniaques du national-socialisme ». Fin de la citation. L'histoire de ceux qui ont participé doit être méditée avec pitié et rigueur. Mais Lévi demande que les jugements sur eux restent suspendus. Cependant, s'abstenir de tout jugement sur les opprimés qui se sont rendus complices de l'oppression n'a rien à voir avec absoudre les oppresseurs ou leur pardonner.
Et ici je cite, « Le verbe pardonner ne fait pas partie de mon vocabulaire », dit Primo Levi lors d'un entretien. Il continue, « Je ne suis pas croyant pour moi. Pour moi, l'absolution n'a aucune valeur précise. Je crois que personne, pas même un prêtre, n'a le pouvoir de lier et de délier. » Fin de la citation. Dans un autre entretien, faisant référence cette fois à un contexte juif et non plus chrétien, il déclare encore, et je cite, « Comme je ne suis pas croyant, je ne sais pas vraiment ce que c'est le pardon. C'est un concept qui ne fait pas partie de mon monde. Je n'ai aucune autorité pour accorder le pardon. Peut-être en aurais-je si j'étais rabbin, si j'étais juge même. » Fin de la citation. Ainsi, contre l'équivalence fallacieuse « tout comprendre, c'est tout pardonner », Primo Levi prend résolument ses distances avec les seconds termes pour choisir les premiers. « Je voudrais vous comprendre afin de vous juger », écrit-il à son traducteur en s'adressant aux Allemands. Chercher à comprendre comment Auschwitz a été rendu possible. Et il ajoute dans un entretien, et je cite, « dans un sens plus large, parce que j'aime comprendre bien d'autres choses. Je suis chimiste, je veux comprendre le monde qui m'entoure. » Fin de la citation. Or, comme il en a fait l'expérience, devant les ambiguïtés d'Auschwitz, la chimie et ses classifications claires est désarmée. C'est de là que prend sa source la dette profonde que Primo Levi, italien juif, comme il s'est plaisé à se définir, contracta auprès du catholique converti Manzoni. Plus précisément, auprès du Manzoni paradoxalement proche de la casuistique. Comment expliquer cette dette, cette proximité ? Je pense que la réponse est à chercher dans les imbrications, qui n'ont pas encore été étudiées avec toute l'attention qu'elles méritent, entre le Talmud et la casuistique chrétienne. Primo Levi dédia un article, le rite et les rires, à la science talmudique résumée dans la table mise, le célèbre livre de Joseph ben Ephraim Caro, apparu à Venise en 1565, dont il avait lu la traduction. Après avoir passé en revue, sur un ton plaisant, certaines des distinctions rituelles analysées par Caro avec une subtilité et une précision toutes casuistes, tout d'un coup, Levi, dans une envolée lyrique, étend son propos au cosmos. Et je cite, « Dans ce drôle de livre affleure un goût très ancien pour les argumentations hardies, une souplesse intellectuelle qui n'effraie point les contradictions, mais qui les accepte au contraire comme indispensable ingrédient de la vie. Et la vie, c'est la règle. La vie, c'est l'ordre, l'important sur le chaos, mais la règle a ses détours, se réserve insoupçonnée d'exceptions, de licences, d'indulgences et de désordres. Prenons garde à ne pas les effacer. Peut-être contiennent-elles en germe tous nos lendemains. Car la machine de l'univers est subtile. Les lois qui la gouvernent sont subtiles. Et plus subtiles chaque année se révèlent les règles auxquelles obéissent les particules subatomiques. On a souvent cité le mot d'Einstein. Le Seigneur est subtil, mais il n'est pas méchant. Ils devront donc être subtils à sa ressemblance, c'est Levi qui fait son commentaire, tous ceux qui les suivent. On compte beaucoup de juifs originaires d'Europe orientale parmi les physiciens et les cybernéticiens. Et si leur esprit de finesse n'était autre qu'un héritage talmudique, fin de la citation. C'est une page joyeuse, empreinte de l'agilité du sense of humor de Primo Levi, cette agilité dont Calvino parlait avec admiration, en se souvenant de leur collaboration pour la petite cosmogonie portative. Mais il s'agit d'une gaieté fragile, illusoire, derrière l'éloge de l'exception qui contient en germe tous nos lendemains. On entrevoit la casuistique, l'esprit de finesse,
la subtilité, tous les instruments avec lesquels Primo Levi affronta les sombres souvenirs de ses hier, les ambiguïtés de la zone grise. Merci.